Fossé. Aurélien Fossé, bienvenue donc à l'émission On en parle. Merci. Merci à vous. Pouvons-nous dire aux téléspectateurs qu'Aurélien, nous nous connaissons Oui, ouais, depuis de nombreuses années. Ouais. Mais cela fait 10 ans que nous ne nous sommes pas vus. Bon, peut-être pas tout à Donc, fait 10 ans, non, un peu moins que ça. Un peu moins. Parce qu'il y a 10 ans, je ne sais même pas si je connaissais Yannick. Ça ne fait pas 10 ans. Ouais, non, ça fait peut-être. Mais la première question est quand même celle que tout le monde attend, c'est êtes-vous heureux de me retrouver? J'ai essayé de donner la réponse en fait. Ah, d'accord. Non, je suis très heureux parce que ça fait quelques heures à peine qu'on s'est retrouvés. Et voilà. Voilà. Et l'occasion pour On en parle. De se retrouver et voilà. D'un homme heureux. Et c'est tout naturellement que nous nous retrouvons et que nous échangeons beaucoup de conneries, n'est-ce pas? Oui, mais aussi mais des choses sérieuses. cela nous fait plaisir. Et pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela, Aurélien? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Moi, je vais vous dire. C'est parce qu'Aurélien a sorti un livre aux éditions L'Harmattan qui s'appelle L'essence du plaisir. Alors, je vais le montrer avec la petite caméra parce qu'on m'a appris comment fallait le faire. Attention, t'es prêt, Yannick? Attention. Waouh! C'était un peu flou, mais c'est pas mal. Et vous pouvez dire... Tu recules un peu? Faut le mettre à l'endroit. Comment ça, faut le mettre? Ah oui, effectivement. Ça. Mais si moi je me mets à l'envers, ça marche beaucoup moins. C'est mieux. Waouh! Lucie, réalisation, tout à fait. Bravo, merci. Merci beaucoup. Donc, sinon, on peut aussi faire comme ça. Mais c'est ce que je pensais, mais on m'a dit non. Bon. Voilà. Donc. Ah bah oui, vous pouvez le faire aussi. Mais ça voilà, fait. C'est fait. Il fallait suivre l'émission. Merci. Donc Aurélien, tu viens pour nous parler de ton livre. Donc moi, je sais un petit peu de quoi il traite, forcément, puisqu'on en a discuté au préalable. Oui. Mais moi, j'aimerais que tu nous en parles par tes propres mots. Waouh, vaste question. Vaste question, n'est-ce pas? Non, en fait, ce livre, c'est un essai déjà, c'est pas un roman. C'est un livre qui parle de plaisir, donc c'est une théorie sur l'hédonisme, qui est basée sur la biologie essentiellement, avec un peu de psychologie aussi, plus vers la fin de l'ouvrage. C'est basé sur un constat que tout le monde peut faire, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de bio pour s'en rendre compte. C'est qu'il y a ce que j'appelle un paradoxe du plaisir. C'est-à-dire que le plaisir, ça concerne tout le monde, bien évidemment. Et biologiquement, il y a notamment un physiologiste français qui s'appelle Michel Cabanac, qui a démontré le postulat selon lequel les organismes animaux utilisaient le plaisir pour s'autoréguler, c'est-à-dire pour adopter les comportements qui étaient les plus favorables à satisfaire leurs besoins. Donc, ça peut paraître assez évident comme ça, mais les besoins essentiellement vitaux, dormir, donc une fois que manger, le besoin est assouvi, le plaisir crée disparaît. Du plaisir. Donc, quand le comportement répond aux besoins, ça crée effectivement du plaisir. Et quand le besoin est satisfait, le plaisir disparaît et induit la cessation du comportement. Très bien. Voilà, c'est ce qui s'appelle l'aliesthésie en termes scientifiques. Et donc là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça marche aussi pour l'être humain, bien évidemment. Mais je crois qu'on a tous été confrontés à ce paquet de chips délicieux, qui nous fait terriblement envie, mais avec une petite voix aussi dans notre tête qui nous dit « Ne le finis pas, garde-en pour demain, c'est trop salé, trop ceci, trop machin, il y a du glutamate, des exhausteurs de goût, etc. » Donc on peut constater dans les sociétés humaines modernes que le plaisir peut parfois aller de pair avec non pas une satisfaction et donc une amélioration du milieu intérieur, c'est-à-dire du corps ou de l'esprit, mais avec une dégradation qui peut mettre en danger la santé. Et la médecine est là pour nous le rappeler, avec de bon nombre de maladies qui sont dues à des excès, notamment alimentaires, mais pas que. Il ne faut pas se focaliser que sur l'alimentation, mais principalement. Donc cette hypothèse, qui s'appelle l'hypothèse de la récompense artificielle, et qui est l'objet du livre, elle a été émise pour essayer de comprendre ce paradoxe du plaisir, qui est fondamentalement humain,
sans rentrer dans les détails sur certains grands singes qui pourraient avoir maille à partir avec le paradoxe du plaisir, mais on va dire qu'il est essentiellement humain. D'accord. Et je sais pas, à partir de quand on aurait pu avoir ces instincts-là de plaisir artificiel? Quand est-ce qu'on aurait pu sombrer de ce côté-là et d'avoir envie Alors de... ça, c'est une très grande question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Avec grand plaisir. Déjà, il y a au moins 5000 ans, avec les débuts de l'agriculture, puisque on présume, avec assez de fiabilité, qu'avant l'agriculture, au temps des chasseurs, puis ensuite des collecteurs, la santé humaine était assez bonne et la terre généreuse en ressources. Donc des scientifiques se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui avait in fine poussé la jeune humanité à devenir sédentaire et à adopter la pratique de l'agriculture et de l'élevage. Et ils se sont rendus compte que dans les céréales et aussi dans le lait animal, donc agriculture et élevage, il y avait ce qu'ils appellent des exorphines, c'est-à-dire par exemple dans le blé ou dans la caséine du lait, des molécules qui ressemblaient à des endorphines, donc des molécules qui sont endogènes, naturellement produites par l'organisme, et qui sont capables de stimuler ce qu'on appelle le circuit de récompense, c'est-à-dire la structure cérébrale responsable du plaisir, de façon extérieure. C'est-à-dire, non plus comme avant jusque-là en répondant à un besoin, comme ça se passait depuis, on peut dire, les débuts de la vie animale, où il y avait besoin d'une boussole pour orienter le comportement, mais cette fois, rien qu'en mangeant, par exemple, des céréales qu'on avait cultivées en masse, ou en consommant du lait issu d'animaux qu'on avait élevés en masse, on pouvait avoir un plaisir, mais qui était plus seulement une réponse à un besoin, mais qui était un plaisir pour lui-même. Je parle de plaisir délié du besoin, par exemple, dans ce cas-là. D'accord. Et j'ai mis l'hypothèse avec deux autres chercheurs qui ont publié un article il y a plus de 20 ans là-dessus, que ça a été, si ce n'est les débuts de la récompense artificielle, du moins le moment où la récompense artificielle est devenue majeure et a orienté d'un trait majeur l'histoire de l'humanité. D'accord. Et donc ce sont ces auteurs-là qui ont émis cette hypothèse sur l'agriculture, qui ont les premiers parlé de récompense artificielle, donc artificial reward en anglais, ce sont les Australiens. Et j'ai repris leur terminologie pour ma théorie, enfin nous avons repris parce que je ne suis pas tout seul à œuvrer sur ce projet. Et donc on a approfondi en fait ce que ces chercheurs avaient commencé à comprendre grâce à l'étude de l'agriculture. D'accord. Donc, en d'autres termes, tu as un peu trouvé l'origine, on va dire, de ces besoins artificiels à peu près quand... Une origine en tout cas. Une origine. Parce que peut-être qu'on peut remonter encore plus loin, et c'est mon premier livre, bien sûr, je ne l'ai pas dit. C'est le début d'une investigation, c'est le début d'une recherche, qui est la mienne, mais pas uniquement. Donc, à savoir si après, plus loin dans l'histoire de l'humanité, on peut remonter à d'autres occurrences de récompenses artificielles, bien évidemment, reste à définir, et c'est une question à laquelle j'espère un jour m'atteler. D'accord. Mais il n'y a pas de prise de position dans le sens, est-ce que le plaisir artificiel est bien ou mauvais pour l'homme à long terme? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux revenir à un plaisir purement animal? Je sais pas comment dire. Il faut faire la différence, pour moi c'est très important, entre le bon et le mauvais et le bien et le mal. Le bon et le mauvais, c'est ce qui est mesurable, objectivement, scientifiquement. Quelque chose, par exemple, une alimentation pour l'organisme va être meilleure ou moins bonne qu'une autre. Le bien et le mal, ce sont des concepts moraux, donc qui sont produits, alors je ne veux pas rentrer dans l'origine de la moralité qui pour moi est religieuse, mais qui est autre chose, qui est à côté de la biologie. Donc on peut dire par exemple qu'un plaisir est plus ou moins artificiel. Pour moi ce n'est pas du tout blanc ou noir, il n'y a pas la nature et l'artifice d'un côté qui s'opposent foncièrement, non, il y a un dégradé, une gradation entre les deux. Et on peut dire qu'un plaisir par exemple est relativement artificiel,
est très artificiel, donc qu'il est plus ou moins bon, qu'il est plus ou moins mauvais. Après, le jugement qui va avec en termes de bien et de mal ressort d'un Bien autre sûr, ça je domaine. comprends, mais je parle plus sur le terme de l'évolution de l'espèce. À quoi nous sert aujourd'hui ce plaisir artificiel pour nous, humains? Pourquoi ce besoin de plaisir artificiel? Est-ce que tu allais chercher jusque-là quel aurait pu être ce besoin? Est-ce que c'est un besoin, une peur du manque et de créer du coup plus de plaisir parce que... Oui, alors en gros, pourquoi on en est arrivé passer du plaisir naturel au plaisir artificiel? C'est ça la question. Alors, c'est le point pour moi le plus important de la théorie. Et je l'ai esquissé tout à l'heure en parlant de l'agriculture et de l'élevage d'animaux. Je pense que avec l'apparition de l'humanité sur Terre, de l'homme, on a eu affaire pour la première fois, en tout cas pour la première fois de ce qu'on connaît scientifiquement aujourd'hui, à une espèce qui était capable d'une intelligence relativement grande, avec une grande capacité d'abstraction, de communication de plus en plus développée, et aussi une capacité de préhension, notamment avec le pouce opposable, qui nous permet d'agir sur l'environnement et de le transformer de manière drastique. Et je crois que c'est la réunion de ces facteurs biologiques qui a permis cette expérience nouvelle de la récompense artificielle. Et surtout parce que la récompense artificielle permet de maîtriser le plaisir. Et ça, c'est un élément fondamental de la théorie. C'est-à-dire qu'avec une récompense artificielle, le plaisir n'est plus uniquement la satisfaction d'un besoin, il devient produit pour lui-même. Et donc, il devient prévisible. Donc, on peut maîtriser le plaisir, on peut maîtriser l'hédonisme. Et je pense que c'est cette fascination pour cette capacité nouvelle qui a poussé l'humanité, sans qu'elle s'en rende compte, bien sûr, sans qu'elle en ait conscience, à modifier son environnement pour produire des récompenses artificielles, dont les plus modernes sont, on en parle souvent, les exhausteurs de goût, par exemple, et tous les rouages qui sont utilisés par l'industrie agroalimentaire pour rendre les plats de plus en plus appétants mais de moins en moins nutritifs, les toxicomanies bien sûr, et puis après sur un plan psychologique j'étudie le cas du travail qui pour moi est une récompense artificielle aussi en tant que système économique et social. D'accord. Donc nous serions les seuls animaux qui vivons que pour le plaisir, presque. Enfin, vivons pour le plaisir, en tout cas, nous on recherche le plaisir. Apparemment, nous recherchons plus le plaisir que les animaux, puisqu'on en crée même le plaisir. Non, je pense que tout animal, tout système animal est guidé par le plaisir, recherche à accroître son plaisir et à minimiser son déplaisir. Ça me semble être le réglage fondamental de la vie animale. Ce que recherche l'homme, c'est à court-circuiter ce système, c'est-à-dire à ne plus être dépendant d'un besoin pour avoir du plaisir, mais de pouvoir produire du plaisir quand il le souhaite, quand sa volonté l'a décidé. Mais ça ne veut pas dire que les animaux ne sont pas eux-mêmes sensibles au plaisir ou orientés par le plaisir. Ça veut juste dire qu'ils ne le guident pas, ils ne le décident pas, ils se laissent guider par lui. C'est ça. Donc c'est la différence entre ce que j'appelle par le plaisir, quand on est spontanément guidé par le plaisir, et pour le plaisir, quand on agit uniquement dans le but d'avoir du plaisir, sans nécessairement satisfaire un besoin derrière. Et c'est à ce moment-là que les déséquilibres vont apparaître et éventuellement les maladies. D'accord. Et du coup, tu nous as parlé du fait que tu allais pousser un peu tes recherches. Oui. Et justement, est-ce que tu veux en parler davantage? Est-ce que tu peux nous... Oui, bien sûr. Je voudrais en fait, grâce à ce premier livre qui m'a permis de poser la définition de la récompense artificielle, l'étudier de manière précise et approfondie dans une série de grands comportements humains. Et le prochain livre que je suis en train de préparer, je suis en train de faire la biblio de ce prochain travail, concernera l'alimentation justement. Donc je dirais peut-être un des premiers avec la sexualité, un des premiers comportements associés au plaisir. Et dans lesquels je recherche
les récompenses artificielles qui se sont glissées dans nos comportements depuis au moins l'agriculture. D'accord. Donc. Est-ce qu'il y aura un quelconque lien avec les addictions? Le fait de devenir addict, justement, à la substance du plaisir. Généralement, l'addiction à la nourriture, ça existe, l'addiction au sexe, bien ça sûr, existe. Donc, est-ce que... Oui, je pense en fait que l'addiction, c'est la recherche d'un véritable plaisir, d'une véritable satisfaction. Je pense que l'addiction, c'est un besoin qui n'arrive pas à se satisfaire parce qu'on n'adopte jamais le comportement qui lui permet de se satisfaire. Salut. Donc voilà. Je pense que c'est ça qui fonde l'addiction, c'est qu'on essaye de répondre à un besoin par un comportement qui n'est pas approprié à répondre à ce besoin, un comportement qui est plaisant, comme la toxicomanie ou l'alimentation, le Mais sexe, ça ne répond pas le besoin jeu, primaire. etc. D'accord. Mais ça ne répond jamais à un besoin qui, sans vouloir rentrer dans les détails, mais la plupart du temps est d'ordre affectif ou amoureux. D'accord. Donc, c'est une sorte de compensation, quoi. Tout à fait. Je Très ne l'ai bien. pas dit, Alors- mais c'est le mot C'est le que mot. j'emploie. Est-ce que les invités ont des questions? Oui, Yannick n'est pas mort, hein, Oui. il est bien Pourquoi là. Yannick est décédé? Il est juste invisible en fait. Il est là. Voilà. Moi, j'en ai une. Est-ce Mhm. qu'il est possible de se passer du plaisir en tant qu'être humain? Non, je ne pense pas qu'il soit possible de se passer du plaisir, qu'il soit naturel ou artificiel. Hum, Par exemple, il y a une expérience, ou pas une expérience, mais plutôt une observation, concernant un régime qui s'appelle le régime de longue vie, et qui consistait à supprimer le plus possible les aliments dits néfastes, mais aussi très, très appétants, très hédoniques. Et on remarquait en fait qu'en se privant de tous ces aliments, donc en vivant son alimentation d'une façon frustrante finalement, en ayant moins de plaisir, en ayant moins de maladies mais moins de plaisir, les gens mouraient moins de maladies associées à ces aliments-là, mais ils devenaient plus dépressifs, voire ils se suicidaient ou mouraient d'accidents. Ah oui, effectivement. Donc je pense que le plaisir, quoi qu'il en soit, fait partie du fonctionnement naturel de n'importe quel système animal. Et la question est plutôt de savoir s'il est naturel ou pas, et s'il ne l'est pas, pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir la satisfaction la plus authentique, la plus originelle possible, et qui garantit le meilleur développement du corps et de l'esprit. D'accord. Est-ce que tu aurais des débuts de réponse pour ça ou pas du tout? Ce sera l'objet Du de prochain. recherche. Oh, d'accord. Pas Ça du sera prochain, du XXX prochain. X prochain. D'accord, très bien. Et du coup, c'est venu comment cet écrit? Qu'est-ce qui t'a poussé dans ces recherches-là? Est-ce que... Alors, ce qui m'a poussé dans ces recherches-là, en fait, c'est tout simplement une rencontre. D'accord. Parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai une formation en biologie, j'ai un Master 2. Et quand j'étais en Master 1 à Montpellier, j'ai rencontré un étudiant dans ma promo qui était plus âgé que moi, qui est toujours d'ailleurs, qui avait la cinquantaine à l'époque, et qui avait décidé de reprendre ses études parce qu'il avait une idée en tête qui se rapprochait de ce qui est devenu après la récompense artificielle, D'accord. et il voulait apprendre pour voir si son idée était valable ou pas. Donc je l'ai rencontré, on a commencé à devenir amis, à discuter, il m'a parlé de ses projets, de l'idée qu'il avait, et puis je suis vraiment tombé amoureux de son idée, je dirais. Et j'ai décidé, à la fin de mes études, après mon Master 2, plutôt que de continuer par exemple à faire une thèse, de m'investir à ses côtés dans ce projet de recherche, parce qu'il est unique déjà. Il y a très peu de précédents dans la littérature scientifique au sujet de la récompense artificielle. Au mieux, il y a quelques articles, et encore, juste un qui vraiment s'approche le plus possible du sujet. Mais je trouvais que c'était extrêmement exaltant, extrêmement novateur, fructueux. Et donc je n'avais pas envie de me retrouver dans le milieu universitaire pour faire cette recherche. Et donc
avec lui et on va dire une autre personne. On est 3 à vraiment travailler chercher- dessus D'accord. de façon totalement indépendante. D'accord, donc chacun a... Non, je Après veux dire son- indépendante des milieux Oui, scientifiques. bien sûr, mais après, parce que ça, c'est ton livre, c'est toi qui l'as écrit Ah oui, entièrement oui. seul. Et, Je l'ai écrit seul, mais la pensée Était une est recherche, multiple d'accord. et j'ai remercié bien C'est- évidemment qui de ok, droit bien à sûr, la fin du d'accord. livre. Alors, Aurélien, on a une question dans le chat. C'est Chris qui nous pose la question. Il nous dit, est-ce que le manque de plaisir provoque-t-il la dépression? Je pense que oui. Je pense que le manque de stimulation, l'hédonisme, peut conduire à la dépression dans la mesure où on doit, comme je le disais tout à l'heure, nécessairement, de par le fonctionnement normal d'un individu dans son environnement, dans sa société, être soumis à un hédonisme quotidien par l'alimentation, par les rapports sociaux, affectifs, mais aussi intellectuels. Parce que quand je parle de besoins, je ne parle pas que de besoins vitaux, comme on a parfois tendance à le concevoir. Et écrire, par exemple, je l'ai bien vécu, est un plaisir qui peut être très grand. Donc oui, je pense que le manque d'hédonisme dans la vie Mais le peut plaisir, peut pour toi, engendrer une dépression. ne s'apprend pas. Enfin, Pardon. est-ce que le plaisir ne s'apprend pas? Un enfant, par exemple, que l'on garde, qui n'a pas eu de contact avec le monde extérieur, qui n'est pas, voilà, ne sera pas attiré par ce genre de plaisir plus tard. Est-ce que, pour toi, le plaisir n'est pas un apprentissage aussi? C'est pas quelque chose d'inné? Le plaisir est inné. Sur les fonctions, Purement- vitales, il est inné, ça c'est évident. Sinon, on serait sûrement pas là pour Oui, en bon, ça parler. c'est sûr, manger. Après, sur les fonctions plus intellectuelles, je dirais, Mhm. je pense qu'il y a chez l'homme une tendance que l'on sous-estime souvent d'ailleurs, qui a un véritable besoin de créer. Je pense que l'homme est un créateur né et que ça c'est inné chez lui, d'avoir ce besoin de créer, et que ce besoin de créer fleurit, se développe grâce à la transmission et à l'éducation par les générations antérieures, par tous les adultes qui sont autour de l'enfant, par exemple, puisque tu parles de jeunes personnes. Donc je pense qu'il y a une innéité de ce besoin-là qui s'étaye et se développe et se construit sur tout ce que sa culture peut lui apporter. D'accord. Et ça peut se construire toute une vie. Pour toi, ça ne s'arrête pas. C'est pas quelque chose. Non. On peut continuer à apprendre à Mais prendre du plaisir, Oui, à en recevoir des nouveaux. je tout dirais au long de même sa vie. qu'on doit, On doit. D'accord. Très bien. que l'on se doit. Est-ce qu'il y a une question parmi les invités, s'il vous plaît? Une dernière question. Moi, j'ai pas vraiment de questions, si ce n'est juste une intervention avec Aurélien. Déjà, je te remercie d'être avec nous sur le plateau de On en parle. Avec C'est plaisir. très sympa. C'était une superbe interview. C'est vrai que moi, je suis assez jeune quand même. J'ai 20 ans. Et ça me fait penser à mes cours de philosophie il y a quelques temps. Oui. C'est vrai que ton essai semble très précurseur quand même. C'est à la fois de la biologie et en même temps quelque chose de philosophique, métaphysique, conditions humaines. Et je me dis que je t'encourage vraiment à poursuivre dans cette voie parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vu, enfin je connaissais pas du tout. Et on voit beaucoup de gens qui font des thèses, des essais, etc. sur un même sujet pendant 30, 40, 50 ans. Et toi, tu as réussi avec tes camarades à trouver un sujet qui vous est quand même propre. Je pense que si tu as écrit quelque chose là-dessus et que tu es super intéressé par le projet, c'est que c'est quelque chose qui t'a passionné et que tu maîtrises totalement. Donc, je t'encourage fortement à continuer là-dedans et en espérant te voir pour une deuxième interview sur ton prochain essai. Ah oui, mais ça, je n'y manquerai pas. Enfin, si on m'invite, non, je déconne. Je t'inviterai toi-même. Oui, je m'inviterai moi-même, je pense. À ce niveau-là. En tout cas, c'est un plaisir merci. de t'écouter. Merci, Oui, c'est un merci plaisir. beaucoup pour Mais ce... on n'a pas fait la dernière question. Attendez, mais je n'ai pas répondu. Pardon, mais pardon. Merci pour ce excuse-moi. commentaire, tout d'abord. Effectivement, il y a déjà on va dire, une grosse base qui est physiologique, biologique. Après, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi une partie plus psychologique, parce que je voulais montrer que mon hypothèse
n'était pas probante uniquement que dans le domaine purement physiologique avec des molécules, des enzymes, etc. Et bien évidemment, mais ça je crois que c'est comme de toute pensée scientifique, ne serait-ce qu'un peu approfondie, ça mène à la philosophie, à des réflexions philosophiques, et notamment en ce qui me concerne à Épicure. Et je pense que mon travail se rapproche ou soutient la philosophie épicurienne qui justement était hédoniste mais cherchait dans les plaisirs à ne pas tout mélanger et à dire, pour rappel, qu'il y avait des plaisirs naturels et nécessaires, non naturels et non nécessaires, etc. Donc ça va plutôt dans ce sens-là et j'en parle un petit peu à la fin. Voilà. Donc oui, c'est une passion, bien évidemment. Et du coup, Lucie, elle a une dernière question pour toi, Aurélien. Mais non, c'était parce que tu avais l'air de vouloir couper d'un coup. J'ai dit, mais attends. Nous devons avancer, nous avons une émission à mener, chère Lucie. Non, c'est parce que c'est Yannick qui m'a dit qu'il fallait une question. Oui, une dernière question. C'est pas moi, j'ai rien dit, moi. Si, c'est toi qui me l'as dit. Je m'attends à tout. Ouais, du coup, qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie, Aurélien? Beaucoup de choses. Déjà, dormir. Dormir te fait plaisir? Et ça, je trouve qu'on le dit pas assez. C'est vrai. Dormir me fait très plaisir. Et là, surtout en ce moment. Et là, ça se fait tard. Ça se fait tard. Et du coup, on va passer à la prochaine rubrique, parcours de vie. Et écrire. Écrire. Et justement, on va en parler juste après. Exactement. N'est-ce pas? Allez, c'est parti pour Aurélien et encore merci à toi, Lucie, et merci à vous qui nous avez écoutés patiemment. C'est à moi que tu parles.